Eh bien, en accord avec l'équipe de Solutions démocratiques, dont je soutiens vivement la cause, je vais vous livrer une analyse personnelle sur les effets du référendum de 2005, tels que je les ai compris au cours des 20 dernières années. Alors, mon analyse, elle n'a pas grande prétention, je ne suis pas politologue, je suis simplement un citoyen qui, quelquefois, s'intéresse un peu à la chose publique, pas plus, pas moins. Donc, mon analyse, vous l'avez compris, chacun est libre d'y adhérer ou non. Alors, le référendum de 2005, c'est un événement de notre vie institutionnelle qui a tout de même été très marquant, beaucoup plus qu'on ne l'a dit, et qui a même été vécu de manière assez traumatisante par une partie des Français, et j'insiste parce que c'est important et on verra pourquoi, traumatisante pas tant sur le moment que rétrospectivement. Sur le moment, il y avait finalement rien de plus naturel que de voter sur un sujet très important, même si beaucoup se souviennent que la campagne s'était déroulée dans un climat assez délétère. Bon, lors du résultat du référendum, alors c'est vrai que la victoire du non avait peut-être jeté un mini trouble passager dans les relations entre la France et l'Union européenne, mais finalement, c'est pas ça le plus important. C'est pas le plus important, d'abord parce que la victoire du non, elle n'avait jamais provoqué l'isolement de la France sur la scène européenne, contrairement à ce que certains avaient annoncé. Et ensuite parce que conceptuellement, c'est pas ça la question. Dans la vie, on est tous conduits à faire des choix importants. Tout choix peut avoir des conséquences positives ou négatives, et c'était sans doute vrai à l'époque, aussi bien dans l'hypothèse d'une victoire du non que dans l'hypothèse d'une victoire du oui. En tout cas, on commettrait un contresens démocratique à dire je suis pour le référendum si tel résultat l'emporte, mais j'y suis en revanche opposé si c'était le résultat inverse qui devait l'emporter. Si on pensait de cette façon, ça voudrait dire qu'on aurait tout simplement soit pas compris, soit pas accepté ce qu'était vraiment la démocratie. Et pourtant, cela explique tout ce qui s'est passé par la suite, c'est bien malheureusement cet état d'esprit qui l'a emporté en 2005, dès le début de la campagne, avec des répercussions qu'on perçoit encore aujourd'hui. Alors pour l'illustrer, on se souvient par exemple du propos qu'avait eu Monsieur Giscard d'Estaing, ancien président de la République, et qui était l'un des co-rédacteurs du projet de constitution européenne. Alors je m'en souviens précisément, j'ai encore les mots dans l'oreille. Il avait dit, je cite, le référendum est une bonne idée, à condition que la réponse soit oui. Fin de citation. Alors évidemment, ça prête à sourire. Mais cela illustre que la campagne référendaire, c'est un peu comme si elle avait été viciée dès l'origine, parce qu'on disait d'emblée aux Français, il n'y a qu'un seul choix légitime parmi les deux choix qui vous sont formellement proposés. Donc, autrement dit, 2005, c'est peut-être l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire dans l'usage du référendum, mais qui, en l'occurrence, a malgré tout été fait de manière à polluer constamment la campagne par des prises de position qui étaient souvent outrancières et vindicatives des deux côtés. Enfin, en tout cas, la classe politique n'avait pas du tout été à la hauteur de l'événement. Et on se souvient notamment de certains membres de la majorité présidentielle de l'époque qui prédisaient la pire des catastrophes dans le cas où le non l'emporterait. Position évidemment absurde et dont j'étais à l'époque totalement effaré en ma qualité de très jeune électeur. Donc, en définitive, le référendum, c'est un instrument démocratique intéressant qui peut donner le meilleur, mais qui peut aussi donner le pire si on n'en respecte pas l'esprit, à savoir que ce sont les citoyens qui décident souverainement de leur destin. Et comme je l'indiquais au début de mon propos tout à l'heure, c'est en fait rétrospectivement que ce référendum a heurté beaucoup de consciences, et on peut résumer cette idée à deux ou trois choses. Alors la première chose, c'est qu'on est 20 ans après, et plus jamais les Français n'ont été conviés à un référendum. C'est quand même extrêmement surprenant, et pourtant c'est la réalité, enfin tout du moins un référendum d'échelle nationale, je le précise. Alors c'est un constat qui est choquant. Pourquoi c'est choquant? Parce que de 1958 à 2005, je me suis amusé à compter, on avait eu 10 référendums, donc en un peu moins de 50 ans, c'est-à-dire en moyenne un référendum tous les 5 ans, ou à peu près, ce qui était déjà assez peu.
Mais depuis 2005, c'est zéro référendum en 20 ans, ce qui est une situation totalement anormale. C'est donc un peu comme si, depuis 20 ans, les partis politiques au pouvoir, tous confondus, avaient quelque peu confisqué le référendum, hein. Ça, c'est ni plus ni moins ça. Et le problème à cela, c'est qu'on a trop vite oublié que dans la Constitution de 1958, dont je pense qu'elle est une bonne constitution, quoi qu'on en dise, le référendum, c'était pas du tout une option, c'était pas du tout une cerise sur le gâteau. Le référendum, c'était bien l'un des piliers majeurs de la Ve République. Et quand on parle aujourd'hui de crise de la Ve République, on ferait bien de se demander d'abord si l'abandon du référendum, abandon de fait, n'a pas quelque chose à voir avec cette crise institutionnelle. On a aussi, par exemple, oublié qu'à l'époque du général de Gaulle, les référendums qui portaient sur le règlement de la crise algérienne, ils ont permis de régler cette crise qui était une crise extrêmement grave à l'époque et que sans ces référendums, peut-être l'exécutif n'aurait-il pas disposé de l'autorité nécessaire pour résoudre la crise. Alors je ne fais pas ce petit rappel historique pour le plaisir de faire de l'histoire, même si j'adore ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on est en 2025. Et mon idée, c'est qu'en 2025, c'est-à-dire à l'heure où la France est malheureusement confrontée de nouveau à l'ère des crises et de crises potentiellement graves, hein, crises institutionnelles, sociales ou encore économiques et financières, eh bien la France ferait bien de songer, et cette fois pour de bon et sérieusement, à la réactivation de l'outil référendaire. Donc en conclusion, la France a vraiment besoin de référendum. Et la deuxième idée qui explique ce traumatisme rétrospectif lié au référendum de 2005, et ça c'est une chose dont de plus en plus de gens ont aujourd'hui conscience, c'est que tout bêtement, le vote des Français en 2005, il n'a pas été respecté, puisque, on le sait, 3 ans plus tard, en 2008, ce sont des parlementaires français qui, alors cette fois sans surtout pas convoquer de référendum, ont voté pour la ratification du traité de Lisbonne. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, le traité de Lisbonne, c'était quoi? Le traité de Lisbonne, c'était la copie quasi conforme du projet de constitution européenne de 2005 qui précisément avait été rejeté par les Français. Et c'est un constat qui d'ailleurs est factuellement indiscutable. Il suffirait de mettre les deux textes côte à côte pour s'en apercevoir. C'est une vérification très simple à faire. Et ce choix de ratifier le traité de Lisbonne, hein, il a eu des répercussions très concrètes. Par exemple, si aujourd'hui la France ne peut plus opposer de droit de veto à la négociation d'accords de libre-échange par la Commission européenne, et je pense en particulier à l'accord Mercosur dont il a beaucoup été question ces derniers mois, eh bien cela, c'est ni plus ni moins la conséquence du traité de Lisbonne qui, sur ce point précis, reprenait ce que prévoyait déjà le projet de constitution européenne de 2005. Alors, depuis 2005, les responsables politiques en place lors de la ratification en 2008 du traité de Lisbonne, ils ont tenté de se justifier un peu dans leurs petits souliers, puisque ces responsables politiques-là sont encore aujourd'hui dans une espèce de gêne et de discours d'évitement. Par exemple, M. Sarkozy, qui était le chef de l'État en 2008 lors de la ratification du traité de Lisbonne, il l'a dit plus tard pour tenter de se justifier. Mais mon élection présidentielle en 2007 valait finalement approbation puisque c'était dans mon programme. Alors, c'est un raisonnement qui va quand même très vite en besogne parce que si la question posée aux Français en 2005, elle était importante à ce point qu'elle ne pouvait pas être posée autrement que par un référendum, on comprend très mal pourquoi 3 ans plus tard, en 2008, elle était subitement devenue une question plus mineure pour devoir se contenter cette fois de la ratification par la voie parlementaire. Et on sait d'ailleurs que quand on vote pour un candidat à l'élection présidentielle, on vote pour l'ensemble d'un programme dont on a évalué les plus et les moins. On ne donne pas pour autant un blanc-seing point par point, et surtout pas sur une question aussi importante. Et j'ajoute à cela d'ailleurs que l'intéressé M. Sarkozy, pendant sa campagne de 2007, il n'avait de cesse de parler d'un mini-traité pour désigner le traité de Lisbonne qu'il entendait faire ratifier. Donc un mini-traité, sous-entendu, ce que je vais faire ratifier par le Parlement n'a absolument rien à voir avec ce qu'était
le projet de constitution européenne que vous avez rejeté il y a 2 ans. Et on sait aujourd'hui que c'est totalement faux, je renvoie à ce que je disais il y a quelques instants. Donc, certes, on pourrait peut-être inscrire dans les annales le tour de Russe politique de M. Sarkozy, sauf qu'en attendant, la confiance dans la démocratie, elle a malheureusement régressé à mesure que les Français ont pris conscience de la ruse dont ils avaient été l'objet. Donc, à long terme, ce contournement du vote populaire a été en fait une vraie cassure du lien de confiance républicain, et c'est d'ailleurs la raison, ou l'une des raisons pour lesquelles les partis politiques les plus contestataires, pour ne pas les citer, ont subitement vu leurs adhésions monter en flèche dans les années qui ont suivi 2008 et la ratification du traité de Lisbonne. Donc, ce choix, pas tant du traité de Lisbonne que du fait de le faire ratifier par voie parlementaire et non pas par voie référendaire, s'est révélé comme un choix totalement inconséquent si on mesure ses effets à long terme. Et depuis cette époque, alors, on entend différentes voix tenter de discréditer ça et là l'idée même du référendum, et par des arguments que je trouve assez classiques, quand c'est pas des arguments qui sonnent complètement comme un vieux disque rayé. Alors, on entend parfois dire, alors ça, j'ai dû l'entendre au moins 100 fois, de dire, dans un référendum, le problème, c'est que le citoyen ne répond pas à la question posée, mais à celui qui lui pose. Bon, alors, pour le référendum de 2005, j'ai creusé la question, et cette affirmation n'est probablement pas vraie du tout, puisque depuis 2005, il y a eu 2 enquêtes d'opinion poussées de l'IFOP qui ont montré que si ce référendum avait été à refaire dans les années qui ont suivi, eh bien non seulement le non l'aurait emporté, mais il l'aurait en plus emporté à une majorité encore plus écrasante que la majorité d'à peu près 55% qui avait résulté des urnes en 2005. Donc, et en répondant à ces questions, ces enquêtes d'opinion bien des années après le référendum, les personnes qui répondaient, évidemment, elles n'en étaient plus à vouloir censurer le gouvernement Raffarin ou le président Chirac qui était en place à l'époque. Ce serait ridicule en tout cas de le penser. Mais surtout, on pourrait presque admettre 2 minutes, comme certains le disent, qu'en 2005, les Français n'auraient pas répondu à la question posée. Est-ce que ça ne serait pas finalement, à supposer que ce soit vrai, la simple traduction d'un manque de référendum? C'est-à-dire, moi par exemple, si des questions fondamentales, on ne m'en pose presque jamais, peut-être que je serais tenté, quand on m'en pose une, par exception, de répondre à une question qui n'était pas la question qu'on me posait. Donc, la leçon à en tirer, c'est 1, il faut certainement plus de référendums, une fois de plus, et c'est 2, en 2005, les Français ont parfaitement, clairement répondu à la question qui leur était posée. Et dernier point, si ce qu'on craint, c'est la personnalisation du référendum autour de la personne qui décide de l'organiser, est-ce qu'une solution, ça ne serait pas finalement de favoriser le référendum d'initiative populaire dans lequel finalement cet éventuel inconvénient, par hypothèse, n'existe pas. Alors, il y a un autre type de considération qu'on entend parfois également, c'est les considérations de type un référendum, c'est pas du tout adapté pour se prononcer sur un traité de 50 pages. Alors ça, pour vous parler très franchement, c'est un argument qui me sort complètement par les trous de nez. Alors pourquoi ça me sort par les trous de nez? D'abord parce que les Français sont pas des imbéciles, et surtout parce que le référendum de 2005, comme ceux qui l'ont précédé, il posait pas du tout une question compliquée. La question, c'était en substance, voulez-vous d'une ébauche d'Europe fédérale avec le passage de la règle de l'unanimité à la règle de la majorité qualifiée dans certains domaines clés? C'était ça la question. Et même si le texte faisait 50 pages, c'est précisément le rôle des politiques de faire œuvre de pédagogie en éclairant les électeurs qui, à leur tour, voteront après avoir écouté les arguments des uns et des autres. Alors, faire un bon choix, ça suppose peut-être qu'on écoute plus spécialiste que soi, mais ça ne suppose pas pour autant qu'on soit toujours spécialiste soi-même, ou alors on ferait pas beaucoup de choix importants dans une vie. Et
Surtout, faut pas croire non plus que parce que les gens qui décideraient seraient des parlementaires élus et non pas des citoyens invités à voter par référendum, que chacun de ces parlementaires aurait forcément une analyse experte de la question posée. C'est complètement naïf de le croire. Les membres du Parlement, hein, qui siègent dans la commission concernée auront peut-être un niveau technique assez développé sur une question précise qui est de leur compétence, mais les autres, c'est-à-dire ceux qui ne siègent pas dans cette commission, donc la majorité des 577 députés et 318 sénateurs, pour la plupart, ils feront que suivre la consigne de vote de de leur groupe politique. Donc, euh, la réalité, c'est cela. Et alors, un autre lieu commun qu'on entend aussi parfois depuis l'époque du référendum de 2005, c'est le lieu commun de type bon, un référendum c'est dangereux parce que c'est un peu populiste et ça sonne un peu comme un plébiscite. Voilà. Alors, moi qui par exemple connais assez bien un pays comme la Suisse qui est le paradis des référendums, j'ai jamais eu l'impression en allant en Suisse qu'elle était un pays de populistes, hein. Et sur le côté prétendument plébiscitaire, alors ce à quoi on fait référence en fait quand on emploie ce terme un peu suranné, c'est à la France pendant la période de l'Empire, où en effet les référendums à l'époque s'appelaient des plébiscites. Mais c'est un argument complètement anachronique parce que en 150 ans, la France a quand même un tout petit peu changé. Et le président Jacques Chirac, qui était le président en fonction en 2005 lors du dernier référendum, il n'avait pas été porté au pouvoir par un coup d'État, à la différence de son prédécesseur Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, exit l'argument de type un référendum, c'est quelque chose de populiste ou de plébiscitaire. Et je pose d'ailleurs la question, qu'est-ce qui est le plus populiste? C'est de faire un référendum ou c'est, pendant une campagne référendaire, de jouer sur les ports en prédisant l'apocalypse dans le cas où tel ou tel choix l'emporterait? Qu'est-ce qui est le plus populiste? Et pourtant, ce type de prédiction, c'est bien ce qui s'était produit tout au long de la campagne en 2005. Donc, si on tire une conclusion autour de quelques objectifs assez simples, on pourrait dire ceci. Premier objectif, éviter une hystérisation des campagnes référendaires. Alors pour atteindre l'objectif, il est clair qu'il faut des référendums plus fréquents et que c'est en banalisant le référendum qu'on apaisera le référendum. Le deuxième objectif, c'est d'éviter, c'est une crainte légitime de certains, une personnalisation du référendum autour de l'exécutif que les uns chercheraient à désavouer et les autres au contraire à plébisciter. Alors pour atteindre cet objectif, moi je vois deux pistes possibles. Première piste, rendre le référendum obligatoire sur certains sujets importants dont les traités européens pourraient par exemple faire partie. Et deuxième piste, c'est tout simplement favoriser le référendum d'initiative citoyenne puisque le référendum serait organisé dans ces conditions non plus à l'initiative du pouvoir exécutif en place, mais des citoyens eux-mêmes qui veulent tout simplement librement décider de leur destin.